Je m'appelle Cyrielle, j'ai 34 ans, et il y a 3 semaines, lors de la fête de départ à la retraite de mon père, il a fait quelque chose qui m'a décidé à m'effacer définitivement de cette famille. Imaginez la scène, la salle de bal étincelante du golf club de Saint-Nom-la-Bretèche. 200 invités en costume sur mesure et robe de cocktail, le champagne coulant à flot. Mon père, Baudouin Vasseur, PDG respecté, se tenait sur l'estrade, micro en main. Il présentait sa famille, sourire aux lèvres. Quand il est arrivé à moi, son sourire n'a pas changé, mais ses yeux sont devenus glacials. Il a dit, et voici ma fille, Cyrielle. Sans diplôme, sans avenir, un véritable boulet financier qui profite simplement de la famille. 200 personnes ont ri. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste levé mon verre et j'ai dit, santé. C'est la dernière fois que l'un d'entre vous me voit. Puis je suis sortie. La salle est devenue complètement silencieuse. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, et croyez-moi, la vengeance a été brutale, je dois vous demander une petite chose. Si vous aimez les histoires où la justice triomphe, abonnez-vous à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous cette vidéo? Quelle ville, quel pays? Et quelle heure est-il chez vous maintenant? J'adore lire vos réponses, cela me fait me sentir moins seule. Revenons à cette soirée fatidique. L'air dans cette salle de bal était étouffant, saturé de parfums coûteux et d'hypocrisie. C'était le genre d'événement où les sourires sont des armes et les compliments des pièges. Mon père célébrait 40 ans à la tête de Vasseur Logistique, l'entreprise qu'il avait héritée de mon grand-père et qu'il s'apprêtait à transmettre. Pas à moi, bien sûr. Mais à Enguerrand, mon demi-frère, le fils de sa seconde épouse, Armelle. J'étais assise à la table 14, loin de la table d'honneur, près des cuisines. C'était un message clair, comme toujours, tu es là par obligation, pas par amour. J'observais mon père faire son discours. Il parlait de succès, de sacrifice, de vision. Il a appelé Enguerrand sur scène. Mon successeur, a-t-il proclamé, la voix tremblante d'une fierté qu'il ne m'avait jamais accordée. Le futur de cette entreprise. Brillant, diplômé d'une grande école, un leader né. Enguerrand rayonnait, gonflé d'importance dans son costume italien trop serré. Armelle, ma belle-mère, essuyait une fausse larme avec un mouchoir en dentelle, jouant parfaitement son rôle de matriarche dévouée. Et puis, le regard de mon père a balayé la salle et s'est arrêté sur moi. J'ai vu ce petit tic au coin de sa bouche. L'envie de blesser. L'envie de m'utiliser comme marchepied pour rehausser la brillance de son fils adoré. C'est là qu'il a prononcé ces mots. Un boulet financier. Le rire qui a suivi n'était pas un rire joyeux. C'était le rire cruel de l'élite qui se moque de ce qu'elle considère comme un échec. J'ai vu des anciens collègues de mon père, des gens que je connaissais depuis l'enfance, se couvrir la bouche pour glousser. J'ai vu Enguerrand me lancer un regard de pitié méprisante. À ce moment précis, quelque chose s'est brisé en moi. Pas mon cœur, non. Mon cœur avait cessé d'attendre quoi que ce soit de cet homme il y a bien longtemps. Ce qui s'est brisé, c'est ma patience. La dernière chaîne qui me retenait à cette mascarade familiale a volé en éclats. J'ai attrapé mon verre de cristal. Le poids du pied en verre était froid et rassurant dans ma paume. Je me suis levée. Ma chaise a raclé le parquet ciré, un son dur qui a coupé quelques rires. J'ai attendu que les regards se tournent vers moi. J'ai attendu le silence. Et quand j'ai parlé, ma voix n'a pas tremblé. Pas une seule fois. Santé, ai-je dit. Mais ce qu'ils ignoraient tous, alors que je me tenais là, seul face à leur mépris, c'est que la ratée, qu'ils voyaient détenait en réalité la clé de leur survie. Le silence qui a suivi ma phrase était assourdissant. On aurait pu entendre une épingle tomber sur la moquette épaisse. Le sourire de mon père s'est figé, se transformant en une grimace confuse. Il ne s'attendait pas à ce que je réponde. Dans son scénario, je devais rougir, baisser la tête, peut-être verser quelques larmes de honte, et confirmer ainsi mon statut de victime pathétique. Mais je n'étais plus cette fille. J'ai reposé mon verre sur la table, intact. Le tintement cristallin a résonné comme un gong funèbre. Je n'ai pas bu. Je ne voulais plus rien qui vienne d'eux, pas même une gorgée de leur champagne millésimé. J'ai pris mon sac à main, un modèle discret mais d'une qualité exceptionnelle que personne n'avait remarqué, et je me suis dirigée vers la sortie. Mes talons claquaient sur le sol avec un rythme régulier, militaire. Clac. Clac.
Clac. Je ne me suis pas pressée. Je voulais qu'ils me regardent partir. Je voulais qu'ils gravent cette image dans leur mémoire, mon dos droit, ma tête haute, ma dignité intacte. J'ai entendu Armelle chuchoter, assez fort pour être entendue. Quelle hystérique. Elle fait toujours une scène. J'ai failli m'arrêter. J'ai failli me retourner pour lui cracher la vérité au visage. Mais je me suis retenue. La vérité ferait bien plus mal si elle arrivait au moment où il s'y attendrait le moins. J'ai poussé les lourdes portes en chêne du club et je suis sortie dans l'air frais de la nuit. Le voiturier, un jeune homme nommé Thomas que je connaissais un peu, m'a regardé arriver avec surprise. « Déjà parti, mademoiselle Vasseur ?» a-t-il demandé. « Oui, Thomas. Et c'est la dernière fois que tu me verras ici. Apporte-moi ma voiture, s'il te plaît. » Il a couru chercher mon véhicule. Quand il est revenu, ce n'était pas avec la vieille Peugeot d'occasion que mon père pensait que je conduisais. C'était avec ma Porsche Taycan noire, électrique, silencieuse, létale. Une voiture à 150 000 €. J'ai vu les yeux de Thomas s'écarquiller. Il n'a rien dit, mais son regard posé sur la carrosserie luisante disait tout. J'ai glissé un billet de 50 € dans sa main, plus que ce que mon père lui avait probablement donné en 10 ans, et je me suis installée au volant. L'intérieur cuir m'a enveloppée. J'ai posé mes mains sur le volant, et pour la première fois de la soirée, j'ai tremblé. Pas de peur. D'adrénaline. Je venais de déclarer la guerre. En sortant du parking, j'ai jeté un dernier coup d'œil dans le rétroviseur. Le clubhouse brillait de mille feux, un château de cartes doré prêt à s'effondrer. Ils étaient là-dedans, à rire, à boire, à célébrer l'ascension d'Enguerrand, totalement ignorants du fait que je venais, mentalement, de signer leur arrêt de mort professionnel. « Profite bien, papa », ai-je murmuré dans l'habitacle silencieux. « Profite de ta retraite. Parce que demain, tu vas te réveiller dans un monde très différent. » Mais pour que vous compreniez pourquoi ce moment était si satisfaisant, je dois vous emmener en arrière. Je dois vous raconter comment la petite fille qui adorait son père est devenue la femme qui allait détruire son empire. Tout n'a pas toujours été haine et mépris. Il y a eu un temps, il y a très longtemps, où j'étais la princesse de mon père. Ma mère était encore vivante. Elle apportait de la lumière dans cette grande maison froide de Saint-Nom-la-Bretèche. Mais elle est partie trop tôt, emportée par la maladie quand j'avais 8 ans. C'est là que les ténèbres ont commencé à s'installer. 2 ans plus tard, Armelle est arrivée. Avec elle, Enguerrand, son fils, mon aîné de 3 ans. Au début, c'était subtil. Des remarques, des comparaisons. Regarde comme Enguerrand se tient bien à table, Cyrielle. Enguerrand a eu une excellente note, pourquoi tu ne fais pas plus d'efforts? Mon père, aveuglé par sa nouvelle épouse et désireux d'avoir un fils pour porter son nom, a laissé faire. Pire, il a commencé à y croire. J'ai grandi en devenant l'ombre de cette maison. Enguerrand allait dans les meilleures écoles privées, avait des tuteurs, des vacances au ski, des cours de tennis. Moi? J'étais inscrite au lycée public du coin. C'est bon pour son caractère, disait Armelle. Elle ne doit pas devenir une enfant gâtée. Mais le véritable tournant, la première trahison impardonnable, a eu lieu l'année de mes 18 ans. J'avais travaillé comme une forcenée. Je savais que mon seul ticket de sortie était l'excellence académique. J'avais passé le concours pour HEC Paris, la plus prestigieuse école de commerce de France. J'attendais la lettre d'admission tous les jours. Je guettais le facteur. Mais rien n'arrivait. Les semaines passaient, et l'angoisse me rongeait. Finalement, la date limite d'acceptation est passée. J'étais dévastée. Je pensais avoir échoué. Un soir, alors que je passais devant le bureau de mon père, j'ai entendu des rires. La porte était entr'ouverte. Armelle tenait un verre de vin. « C'est mieux comme ça, chérie », disait-elle. HEC, c'est trop de pression pour elle. Elle n'a pas les épaules. Et puis, imagine les frais. On doit déjà payer l'école de commerce d'Enguerrand à Londres. Mon père a hoché la tête, indifférent. Tu as raison. Elle trouvera quelque chose de plus, à sa portée. Je me suis figée. Sur le bureau, à moitié caché sous un dossier, j'ai vu l'enveloppe. Le logo de HEC. Elle avait été ouverte. Il l'avait reçue. Il l'avait cachée. Il m'avait laissé croire que j'étais incompétente, alors que j'avais réussi.
Armel avait saboté mon avenir pour s'assurer que les ressources de la famille soient concentrées sur son fils, et pour éliminer toute concurrence. Je suis entrée dans la pièce, tremblante de rage. « Vous avez caché ma lettre » ai-je hurlé. Armel n'a même pas sursauté. Elle a souri, ce sourire venimeux que je connaissais par cœur. « Oh, Cyrielle. Ne sois pas dramatique. Nous avons pris une décision exécutive pour le bien de la famille. » Pour le bien de la famille, ai-je répété, les larmes aux yeux. Vous avez volé ma vie. Mon père a soupiré, agacé par mon émotion. Cyrielle, ça suffit. De toute façon, c'est trop tard. La date est passée. Passe à autre chose. C'était ça. Pas d'excuses. Pas de remords. Juste un « passe à autre chose » dédaigneux. J'ai compris ce jour-là que je n'étais pas une fille pour eux. J'étais un obstacle. Une dépense inutile. Mais ce n'était que le début. 2 ans plus tard, ils allaient faire bien pire que cacher une lettre. Ils allaient faire de moi une criminelle. J'avais 20 ans. Je suivais des cours à la fac, travaillant le soir pour payer mes livres, vivant toujours sous leur toit car je n'avais pas les moyens de partir. L'ambiance était toxique. Enguerrand était rentré de Londres, diplômé, de justesse, et se pavanait dans la maison comme le futur roi. Un dimanche matin, le chaos a éclaté. Armel hurlait qu'on l'avait volé. Son collier de diamants, un héritage de sa propre mère disait-elle, en réalité acheté par mon père, avait disparu. Il était sur ma coiffeuse, criait-elle. Quelqu'un l'a pris. Mon père a ordonné une fouille de la maison. Naturellement, ils ont commencé par ma chambre. Je les regardais faire, les bras croisés, sûrs de mon innocence. Armel a ouvert mon sac à main, celui que je prenais pour aller à la fac. Elle en a sorti le collier. Je le savais, a-t-elle triomphé. Je savais qu'elle était jalouse. Voleuse. Dans ma propre maison. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Je n'ai jamais touché à ça. C'est toi qui l'as mis là. Mon père s'est tourné vers moi. Son visage était rouge de colère. Pas de doute, pas de questionnement. Juste une condamnation immédiate. Tu me dégoûtes, a-t-il craché. Voler ta mère. Ce n'est pas ma mère. Et je n'ai rien volé. Tais-toi. Il a levé la main, comme pour me frapper, mais s'est retenu. Voici ce qui va se passer. Je ne vais pas appeler la police, pour ne pas entacher le nom d'Évasseur. Mais tu vas partir. Maintenant. Et tu vas signer ce document. Il a sorti une feuille déjà préparée. C'était une renonciation à mes parts de l'héritage maternel, une petite maison en Bretagne et quelques économies que ma mère m'avait laissées. C'est pour rembourser le préjudice moral, a dit Armel avec un sourire satisfait. C'est du chantage. C'est ça ou la prison, Cyrielle, a dit mon père froidement. Avec ton empreinte sur le sac, personne ne te croira. J'ai regardé cet homme, mon père, prêt à m'envoyer derrière les barreaux pour protéger les mensonges de sa femme. J'ai réalisé qu'il ne m'aimait pas. Il ne m'avait jamais aimé. J'étais seule au monde. Alors j'ai signé. J'ai signé avec une rage froide qui a séché mes larmes instantanément. J'ai pris mon sac, j'ai mis quelques vêtements dedans, et je suis partie. Je n'avais que 50 € en poche. Je n'avais nulle part où aller. Je vais faire une pause ici et vous poser une question très sérieuse. Si votre propre famille vous piégeait de cette façon, si votre père vous mettait à la porte en vous traitant de voleuse pour protéger sa nouvelle femme, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous signé? Auriez-vous combattu? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de savoir si j'ai eu tort de fuir ce jour-là. Je suis partie sous la pluie, littéralement. Comme dans un mauvais film. Mais alors que je marchais vers la gare, une pensée a commencé à germer dans mon esprit. Il pensait m'avoir détruite. Il pensait m'avoir tout pris. Mais il m'avait laissé une chose, ma liberté. Et une haine, pure et cristalline, qui allait devenir mon carburant pour les 10 prochaines années. J'ai fui vers Lyon. C'était assez loin de Paris pour ne pas les croiser, assez grand pour disparaître. Les premières années ont été un enfer. J'ai vécu dans un studio insalubre près de la gare de Perrache. J'ai enchaîné les petits boulots, serveuse, plongeuse, livreuse.
Je mangeais des pâtes au beurre un jour sur deux. Mais je n'ai jamais arrêté d'étudier. La nuit, quand je n'étais pas trop épuisée, je lisais tout ce que je pouvais sur la logistique, le transport, la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Je voulais comprendre le métier de mon père mieux qu'il ne le comprenait lui-même. Je me suis inscrite à une formation à distance, obtenant mes diplômes un par un, dans l'anonymat total. Et puis, le miracle est arrivé. Ou plutôt, la justice d'outre-tombe. 3 ans après mon départ, ma grand-mère paternelle, Zélie, est décédée. Je n'ai pas pu aller à l'enterrement. Je savais que je serais refoulée. Mais une semaine plus tard, j'ai reçu un appel d'un notaire, Maître Astrée. Mademoiselle Vasseur, votre grand-mère vous a laissé quelque chose. Elle a insisté pour que cela reste strictement confidentiel. Votre père n'en sait rien. Je me suis rendue à son cabinet, méfiante. Maître Astrée m'a remis une lettre manuscrite. L'écriture de ma grand-mère était tremblante mais ferme. Ma chère petite Cyrielle, je sais tout. Je sais pour HEC. Je sais pour le collier. Je n'ai rien dit car je suis vieille et lâche, et je ne pouvais pas affronter mon fils. Pardonne-moi. Mais je t'ai observé. J'ai vu ta force. Tu es la seule vraie Vasseur de cette famille. Je te laisse mon fonds personnel. Ce n'est pas l'argent de l'entreprise, c'est mon argent à moi. Utilise-le pour affûter tes armes. Ne te contente pas de survivre, ma chérie. Règne. Il y avait un chèque. 400 000 €. J'ai pleuré pendant 1 heure dans le bureau du notaire. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était le fait d'avoir été vue. Quelqu'un savait la vérité. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas une voleuse. Je n'ai pas acheté de vêtements. Je n'ai pas acheté de maison. J'ai investi chaque centime. J'ai créé ma propre société de conseil en logistique, Nexus Chain. J'ai installé mes bureaux à Lyon, dans le quartier de la Pardieu. J'ai travaillé 18 heures par jour. J'ai recruté les meilleurs analystes, des gens rejetés par le système comme moi. Nous avons développé un algorithme d'optimisation des transports qui était des années-lumière en avance sur ce qui se faisait sur le marché. Et c'est là que l'ironie du sort a frappé. Il y a 3 ans, Vasseur Logistique a commencé à avoir des problèmes. Leur méthode était archaïque, leurs coûts explosaient. Ils cherchaient désespérément un consultant externe pour moderniser leur flotte et gérer leur conformité européenne. Ils ont lancé un appel d'offres. Nexus Chain a répondu. Bien sûr, je n'ai pas mis mon nom sur les documents initiaux. J'ai utilisé mon directeur financier, Ladislas, comme visage de l'entreprise. Mon père a signé le contrat sans hésiter, trop heureux de trouver une solution miracle à ses problèmes. Il ne savait pas qu'il venait de confier les clés de son empire à la fille qu'il avait reniée. Pendant 3 ans, j'ai été le fantôme dans la machine de mon père. C'était une sensation enivrante et terrifiante. Chaque rapport que mon père lisait, chaque stratégie qu'Enguerrand prétendait avoir inventée, tout venait de mon bureau à Lyon. Nous avons restructuré leurs itinéraires. Nous avons négocié leurs contrats de carburant. Nous avons sauvé Vasseur Logistique de la faillite à 2 reprises. Ladislas me racontait les réunions Zoom avec eux. Ton père t'adore, Cyrielle, disait-il en riant. Enfin, il adore l'équipe Nexus. Il dit que nous sommes des génies. Il dit qu'il aimerait que son fils ait la moitié de notre intelligence. C'était une torture douce amère. J'avais la validation professionnelle de mon père, mais il l'adressait à des étrangers. Pendant ce temps, Enguerrand montait en grade. Il s'attribuait le mérite de nos résultats. Il se pavanait dans les magazines économiques, parlant de sa vision moderne. Je lisais ses interviews en buvant mon café le matin, et je souriais. Continue à parader, petit pan. C'est moi qui tiens le fil qui t'empêche de tomber. Le contrat entre Nexus et Vasseur Logistique représentait aujourd'hui 45% de leur efficacité opérationnelle. Sans notre logiciel propriétaire, leurs camions s'arrêteraient littéralement de rouler de manière rentable en moins de 2 semaines. Sans notre gestion des conformités douanières, ils seraient bloqués aux frontières. J'avais construit un piège parfait. Je ne savais juste pas quand le refermer. Je me disais parfois que je continuerais ainsi éternellement, riche et anonyme, riant sous cape. Mais l'invitation à la fête de retraite est arrivée. Et j'ai décidé d'y aller. Je voulais voir, une dernière fois.
Je voulais voir s'ils avaient changé. Si l'âge avait adouci mon père. Si la maturité avait rendu Enguerrand plus humble. Vous connaissez la réponse. Ils n'avaient pas changé. Ils avaient empiré. L'humiliation publique au micro a été le catalyseur. Mon père n'avait pas seulement insulté sa fille, il avait insulté le cerveau derrière son propre succès. En quittant la fête ce soir-là, dans ma Porsche, je ne ressentais plus aucune hésitation. Le temps de jouer à cache-cache était terminé. Il était temps de révéler le maître du jeu. Le lendemain matin de la fête, je me suis réveillée à Lyon. J'avais conduit une partie de la nuit, l'adrénaline me tenant éveillée. Mon téléphone, que j'avais mis en mode silencieux, affichait 42 notifications. Aucune d'elles n'était une excuse. Le premier message était d'Enguerrand, envoyé à 1h du matin. « Tu es complètement malade ? Faire une scène pareille devant les actionnaires ? Tu as de la chance que papa ne porte pas plainte pour trouble à l'ordre public. Ne t'avise plus jamais de te montrer. » Le suivant était de mon père, à 7h du matin. J'ai demandé à la banque de bloquer la carte de crédit d'urgence que je t'avais laissée il y a 10 ans. Je viens de réaliser qu'elle était toujours active. Considère-toi coupé des vivres. Grandis un peu. J'ai éclaté de rire. Un rire franc, libérateur. Il pensait vraiment que je vivais sur cette vieille carte ? Je l'avais coupée au ciseau le jour où j'avais quitté la maison à 20 ans. Il ne s'était même jamais donné la peine de vérifier les relevés pour voir qu'il n'y avait eu aucune dépense dessus depuis une décennie. C'était la preuve ultime de son indifférence. Armel avait laissé un message vocal. Sa voix était sucrée, dégoulinante de fausses inquiétudes, mais le venin était là. « Cyrielle, ma chérie. C'était très gênant hier soir. Ton père est très déçu. On pense que tu as besoin d'aide psychologique. On peut te recommander quelqu'un de discret. Ne nous contacte pas avant d'être soigné. » Ils essayaient de contrôler la narration. Ils voulaient faire de moi la folle, l'instable, pour justifier leur cruauté. C'était leur tactique depuis toujours, gaslighting. Me faire douter de ma propre réalité. Mais cette fois, j'avais une arme nucléaire dans ma poche. Je me suis douchée, j'ai enfilé mon tailleur Yves Saint Laurent, un petit plaisir que je m'étais offert avec mon premier million, et je suis partie pour le bureau. En conduisant vers la tour Incity, le gratte-ciel emblématique de Lyon où Nexus Chain occupait tout le 30e étage, je me sentais invincible. J'ai garé ma Porsche à ma place réservée, PDG. J'ai salué mes employés. Ils me respectaient. Non pas parce que j'étais une fille d'eux, mais parce que j'étais compétente. Parce que je connaissais le nom de leurs enfants. Parce que je payais bien. Tout le contraire de la gestion Vasseur. Je suis entrée dans mon bureau d'angle, avec sa vue panoramique sur les Alpes au loin. Ladislas m'attendait, une tasse de café à la main et l'air inquiet. J'ai entendu parler de la fête, a-t-il dit doucement. Ça va ? Jamais mieux, Ladislas, ai-je répondu en m'asseyant dans mon fauteuil en cuir. Ouvre le dossier Vasseur. Il a hésité. Tu es sûr ? C'est notre plus gros client historique. Enfin, sentimentalement. Ce n'est pas sentimental, c'est du business. Ils m'ont traité de parasite. Je vais leur montrer ce qui arrive quand le parasite arrête de nourrir l'hôte. J'ai posé mes mains sur le clavier. Rédiger cette lettre a été l'acte le plus thérapeutique de ma vie. Plus efficace que 10 ans de psychanalyse. Ce n'était pas une lettre d'insulte. C'était une lettre purement, froidement professionnelle. Le langage juridique est une arme redoutable quand il est manié avec précision. À l'attention de monsieur le PDG de Vasseur Logistique, par la présente, Nexus Chain vous notifie la résiliation de tous les contrats de service en cours, conformément à l'article 12.4 de notre accord-cadre. Cette résiliation prendra effet dans 30 jours ouvrables. Motif, réorientation stratégique de notre portefeuille client et incompatibilité des valeurs d'entreprise. Durant cette période de préavis, nous assurons le service minimum contractuel, mais aucun nouvel itinéraire ne sera optimisé et l'accès à notre plateforme premium sera révoqué à la date de fin. Cordialement, la direction de Nexus Chain. Incompatibilité des valeurs d'entreprise. J'ai savouré cette phrase. C'était la vérité absolue. Envoie-le, ai-je dit à Ladislas. En recommandé avec accusé de réception. Et envoie une copie numérique par email à Enguerrand et à mon père. Maintenant.
Ladislas a cliqué sur envoyer. Le silence dans le bureau était électrique. Nous venions de couper l'oxygène à une entreprise de 500 employés. Je savais ce qui allait se passer. Leur système informatique était entièrement imbriqué avec le nôtre. Sans Nexus, ils devaient revenir à la planification manuelle. Pour une entreprise de leur taille, c'était impossible. C'était comme demander à Amazon de gérer ses livraisons avec du papier et un crayon. De plus, la clause de résiliation entraînait automatiquement la révocation de leur certificat de conformité écologique que nous gérions pour eux. Cela signifiait qu'ils ne pouvaient plus entrer dans les zones à faibles émissions de Paris et Lyon. Leurs camions seraient bloqués aux portes des villes. J'ai regardé l'heure. 10h15. Ils devaient être en réunion de direction. Enguerrand devait être en train de se vanter de ses projets futurs. Dans quelques minutes, leur téléphone allait sonner. Les voyants rouges allaient s'allumer sur leur tableau de bord. Je me suis levée et je suis allée vers la baie vitrée. Je regardais Lyon s'étendre sous mes pieds. J'imaginais la panique à 500 km de là, à Saint-Nom-la-Bretèche. J'imaginais le visage d'Enguerrand passant du suffisant au blême. C'était cruel? Peut-être. Mais comme disait ma grand-mère Zélie, parfois, il faut brûler le champ pour que la terre redevienne fertile. J'ai attendu. Et je n'ai pas eu à attendre longtemps. Ce que je vais vous raconter maintenant, je le sais grâce à une taupe. Oui, j'avais des yeux à l'intérieur de Vasseur Logistique. Monique, l'assistante de direction de mon père depuis 30 ans. Elle m'avait vu grandir. Elle m'avait consolée quand ma mère est morte. Elle détestait Armel en silence. Nous avions gardé contact en secret. Voici ce qui s'est passé dans la salle du conseil de Vasseur Logistique ce matin-là. La réunion battait son plein. Enguerrand présentait des graphiques en hausse. Grâce à ma supervision de la logistique, nous avons réduit les coûts de 15%, mentait-il. C'était faux. C'était grâce à mon algorithme. Soudain, le directeur des opérations a fait irruption, pâle comme un linge. Monsieur le PDG, Enguerrand. On a un problème critique. Nexus Chen vient de résilier le contrat. Le silence est tombé. Quoi? A aboyé mon père. C'est impossible. On a un contrat de 5 ans. Il y a une clause de sortie, monsieur. Ils l'ont activée. 30 jours. Après ça, on est aveugle. Le système de routage s'arrête. Enguerrand a ri nerveusement. C'est une erreur administrative. Je vais les appeler. Je vais remettre ces incompétents à leur place. Il a sorti son téléphone et a appelé le numéro du service client VIP de Nexus. Il a mis le haut-parleur pour montrer son autorité. Ici Enguerrand Vasseur, PDG de Vasseur Logistique. Je veux parler à votre patron immédiatement. C'est inacceptable. La voix calme de ma réceptionniste a répondu. Bonjour monsieur Vasseur. La direction a pris sa décision. Elle est irrévocable. Nous ne sommes plus intéressés par une collaboration avec votre entité. Vous savez qui je suis, a hurlé Enguerrand, la veine de son front palpitant. Je vais vous détruire. Je vais vous poursuivre en justice. Vous pouvez essayer, monsieur. Mais nos avocats sont très compétents. Bonne journée. Clic. Monique m'a raconté que mon père s'est affaissé dans sa chaise. Il comprenait, lui. Il comprenait la gravité de la situation bien mieux que son idiot de fils. Appelle les autres consultants, a-t-il ordonné. Deloitte, Capgemini, n'importe qui. Trouver un remplaçant. Mais le directeur des opérations a secoué la tête. J'ai déjà vérifié, monsieur. Intégrer un nouveau système prendra 6 mois. Minimum. Si Nexus coupe dans 30 jours, on ne pourra pas livrer nos clients pour Noël. On va perdre Carrefour, Auchan, Amazon. C'est la fin. La panique s'est installée. La vraie panique. Celle qui sent la sueur froide et la faillite. Ils ont passé la journée à essayer de joindre la direction de Nexus. Ils ont envoyé des emails, des menaces, des supplications. Et c'est là qu'ils ont commencé à creuser. Mon père a ordonné une enquête sur Nexus Chen. Je veux savoir qui possède cette boîte. Je veux un nom.
Je veux savoir qui ose me défier. Ils ne savaient pas qu'en cherchant ce nom, ils allaient déterrer leur propre tombe. Il leur a fallu 48 heures. Nexus Chain était une société par action simplifiée, SAS, bien protégée, mais Ladislas avait laissé, sur mon instruction, une toute petite brèche. Dans les statuts originaux déposés au greffe du tribunal de commerce il y a 10 ans, le nom du fondateur apparaissait en toutes lettres, avant d'être masqué dans les versions ultérieures par des holdings. C'est un vieux juriste de l'entreprise qui a trouvé le document. Monique m'a envoyé un SMS, ils ont le document. Ils sont en état de choc. Armel vient de demander un verre d'eau. Je regardais mon téléphone, attendant l'inévitable. À 14h30, mon téléphone a sonné. C'était Armel. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé sonner. Une fois. 2 fois. Puis j'ai décroché. Allô, ai-je dit, d'une voix neutre. Cyrielle. Ma chérie. Sa voix était méconnaissable. Disparut le mépris, disparut le ton hautain. C'était du miel pur, gluant et artificiel. Comment vas-tu? On s'inquiétait tellement pour toi depuis la fête. Vraiment? Le message d'Enguerrand me traitant de malade ne donnait pas cette impression. Elle a émis un petit rire nerveux. Oh, tu sais comment sont les garçons. Il est sous pression. Écoute, chérie. On a vu quelque chose d'étrange. Ton père faisait des recherches sur un partenaire commercial, Nexus Chain, et ton nom est apparu. C'est drôle, non? Un homonyme sûrement. Elle pêchait. Elle espérait désespérément que ce soit une autre Cyrielle Vasseur. Non, Armel. Ce n'est pas un homonyme. Un silence lourd au bout du fil. J'entendais sa respiration s'accélérer. Tu travailles pour eux? Tu es secrétaire là-bas? C'est pour ça que ton nom est sur les papiers? Elle ne pouvait pas concevoir autre chose. Dans son monde, j'étais une ratée. Je ne suis pas secrétaire, Armel. Je suis la fondatrice et l'unique actionnaire. Je possède Nexus Chain. J'ai entendu un bruit étouffé, comme si elle avait mis la main sur le combiné pour parler à quelqu'un d'autre. Probablement à mon père qui devait être à côté, l'oreille collée au téléphone. Elle est revenue en ligne, la voix tremblante. C'est incroyable. Quelle merveilleuse nouvelle. Pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit? On est si fiers de toi. Fiers? Il y a 3 jours, j'étais un boulet sans avenir. Oh, c'était de l'humour, Cyrielle. Ton père a un humour si maladroit. Écoute, il faut qu'on parle. En famille. Pour fêter ça. Et pour éclaircir ce petit malentendu sur le contrat. Il n'y a pas de malentendu. Le contrat est résilié. Cyrielle, sois raisonnable. Tu ne peux pas faire ça à ton père. À ton frère. C'est l'héritage familial. Mon héritage, c'est la valise avec laquelle vous m'avez mise dehors il y a 14 ans. S'il te plaît. Laisse-nous venir te voir. À Lyon. Juste pour parler. J'ai souri. C'était exactement ce que je voulais. Je voulais qu'ils viennent sur mon territoire. Je voulais qu'ils voient ce que j'avais bâti. Très bien. Vendredi, 10h. Dans mon bureau. Venez tous les 3. Et ne soyez pas en retard. Mon temps coûte très cher. J'ai raccroché. Le piège était tendu. Le vendredi matin est arrivé. J'avais préparé la scène méticuleusement. J'avais demandé à mon personnel d'être encore plus professionnel que d'habitude. Tout devait respirer le succès, l'ordre et la puissance. Je portais une robe fourreau bleu marine, coupée à la perfection, et surtout, je portais le collier de perles de ma grand-mère Zélie. Pas celui qu'Armel avait prétendu avoir perdu, mais un autre, que Zélie m'avait donné secrètement enfant. C'était un symbole. J'ai convoqué Ladislas. Ils arrivent, lui ai-je dit. Je veux que tu sois là. Tu ne dis rien sauf si je te le demande. Tu es le témoin de ma réussite. Et pour ton invité surprise, a demandé Ladislas avec un clin d'œil. Il est dans le bureau d'à côté. Prêt à intervenir.
Mon invité surprise, c'était mon oncle Vianney. Le frère cadet de mon père. L'artiste, le mouton noir, celui qui avait coupé les ponts avec Baudouin des années avant moi parce qu'il ne supportait pas sa cruauté. J'avais repris contact avec lui grâce à l'héritage de grand-mère. Il savait des choses. Des choses terribles sur le passé. Et aujourd'hui, il allait nous aider à porter le coup de grâce. L'interphone a sonné. Mademoiselle Vasseur ? Vos invités sont là. La réceptionniste avait hésité sur le mot invité, sentant la tension. Faites-les patienter 10 minutes. Puis amenez-les en salle de conférence A. Je les ai fait attendre. Juste pour leur montrer qui avait le contrôle. Je regardais les caméras de sécurité. Ils étaient dans le hall. Mon père faisait les 100 pas, l'air furieux. Armel essayait de sourire aux employés qui passaient, mais personne ne lui rendait son sourire. Enguerrand, lui, regardait le logo de Nexus sur le mur avec un mélange de jalousie et de peur. Il réalisait enfin. Ce n'était pas une petite entreprise de garage. C'était une multinationale. Et c'était la mienne. Après 15 minutes, je me suis dirigé vers la salle de conférence. J'ai pris une grande inspiration. C'était le moment. Non pas de la vengeance, mais de la vérité. J'ai poussé la porte vitrée. Quand je suis entré, ils se sont tus. La salle de conférence était impressionnante, avec sa table en acajou de 10 mètres et sa vue plongeante sur le Rhône. Je me suis installé en bout de table, la place du chef. Ladislas s'est assis à ma droite. Mon père me fixait. Il avait vieilli de 10 ans en 3 jours. Ses yeux étaient cernés. Pour la première fois de ma vie, je ne voyais pas le géant terrifiant de mon enfance. Je voyais juste un vieil homme fatigué en costume gris. Bonjour, ai-je dit froidement. Cyrielle, a commencé mon père, sa voix rauque. Tout ça, c'est à toi ? Oui. Chaque chaise, chaque ordinateur, chaque contrat. C'est à moi. Enguerrand n'a pas pu s'empêcher d'intervenir. Son arrogance était un réflexe de défense. C'est ridicule. Tu as dû coucher avec quelqu'un pour avoir ça. Ou alors c'est l'argent de grand-mère que tu as détourné. J'ai claqué ma main sur la table. Le bruit a fait sursauter Armel. Ferme-la, Enguerrand. Tu es ici dans M à Tours. Tu parles quand je te donne la permission. Il a ouvert la bouche, choqué, puis l'a refermée. Il n'avait jamais entendu ce ton chez moi. C'était le ton d'un PDG parlant à un subalterne incompétent. Asseyez-vous, ai-je ordonné. Ils se sont assis. Comme des écoliers punis. Vous êtes venu pour le contrat, ai-je continué. Vous voulez que je revienne sur ma décision. Que je sauve votre entreprise. Nous sommes une famille, a pleurniché Armel. On s'entraide. Une famille ? J'ai ri, un son sec. Vous m'avez traité de voleuse. Vous m'avez coupé les vivres. Vous m'avez humilié publiquement devant tout le gratin parisien. Et maintenant que vous avez besoin de moi, nous sommes une famille ? Mon père a pris la parole. Il essayait de retrouver sa dignité. Écoute, Cyrielle. J'ai peut-être été dur. J'ai des méthodes à l'ancienne. Mais je voulais te forger le caractère. Et regarde. Ça a marché. Tu as réussi. C'est grâce à moi, quelque part. Je t'ai poussé à te dépasser. J'ai senti la nausée monter. Il essayait de s'attribuer le mérite de ma réussite. Il essayait de transformer ses abus en stratégie éducative. C'était le comble du narcissisme. Tu ne m'as pas poussé, papa. Tu m'as jeté. C'est différent. J'ai réussi malgré toi, pas grâce à toi. J'ai fait un signe à Ladislas. Il a projeté un graphique sur l'écran géant. Voici les chiffres, a-t-il expliqué. Depuis 3 ans, Nexus a généré 12 millions d'euros d'économies pour Vasseur Logistique. Cyrielle a personnellement supervisé vos dossiers. Elle a corrigé vos erreurs, Enguerrand. Le projet Horizon 2025 dont vous vous vantez ? C'est Cyrielle qui l'a écrit un dimanche soir parce que votre brouillon était inutilisable. Enguerrand est devenu écarlate. C'est faux.
J'ai les logs, les emails et les versions modifiées, a répondu Ladislas calmement. J'ai regardé mon père. Ton fils est un incapable, papa. Et tu le sais. Tu as misé sur le mauvais cheval. Et maintenant, le cheval gagnant, celui que tu as envoyé à l'abattoir, est propriétaire de l'hippodrome. Le silence est retombé. Lourd. Pesant. Que veux-tu ? A demandé mon père. De l'argent ? Des actions ? Je peux te donner 10% de Vasseur Logistique. Je ne veux pas de tes actions. Ton entreprise ne vaut rien sans moi. Je veux la vérité. C'était le signal pour faire entrer Vianney. La porte du bureau adjacent s'est ouverte. Mon oncle Vianney est entré. Il portait un vieux pull en laine, les mains marquées par son travail de luthier, mais son regard était acéré. Mon père a blêmi. Vianney ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venu voir la chute de l'Empire, Baudouin. Et je suis venu libérer ta conscience. Vianney s'est approché de la table et a posé un vieux dossier jauni. Cyrielle m'a raconté l'histoire du collier, a-t-il dit en regardant Armel. Le fameux vol qui a justifié son exil. Armel a dégluti difficilement. C'est du passé. Non, c'est très actuel, a coupé Vianney. Parce que je sais où est ce collier. Tu l'as vendu 6 mois après le départ de Cyrielle. À un bijoutier de la place Vendôme. J'ai la facture. Tu avais des dettes de jeu, Armel. Pas vrai ? Mon père s'est tourné vers sa femme, stupéfait. Des dettes de jeu ? Ce n'est pas tout, a continué Vianney. Baudouin, tu te souviens de l'assurance vie de Catherine ? La mère de Cyrielle ? Oui. J'ai dit à Cyrielle qu'il n'y avait rien, que les investissements avaient échoué. Mensonge, a tonné Vianney. Tu as encaissé l'argent. 300 000 €. Et tu t'en es servi pour couvrir les pertes qu'Enguerrand avait faites lors de sa première tentative de start-up ratée à Londres. Tu as volé l'argent de l'orpheline pour payer les échecs de ton beau-fils. J'ai vu mon père s'effondrer sur sa chaise. Il savait. Bien sûr qu'il savait pour l'argent. Mais être confronté à cette vérité devant témoins, devant moi, c'était différent. Il ne pouvait plus se cacher derrière ses mensonges. Je me suis levé. J'ai senti une puissance monter en moi, une vague de chaleur qui partait de mes pieds jusqu'à ma tête. Vous m'avez tout pris, ai-je dit, ma voix tremblant enfin d'une émotion brute. L'argent de ma mère. Ma maison. Ma confiance. Mon père. Vous m'avez laissé partir avec 50 €, sachant que vous aviez volé mon héritage. C'est criminel. Je pourrais vous envoyer en prison pour abus de confiance et escroquerie. J'ai les preuves maintenant. Armel pleurait, pour de vrai cette fois. Des larmes de peur. Enguerrand regardait ses chaussures. Mon père fixait le vide. Je ne vais pas vous envoyer en prison, ai-je continué. Pas parce que je vous aime. Mais parce que le nom Vasseur est aussi le mien, et je ne veux pas le traîner dans la boue davantage. Merci, Cyrielle, a murmuré mon père. Ne me remercie pas. Parce que le prix à payer va être bien plus élevé que la prison. J'ai sorti un contrat que j'avais préparé avec mes avocats. Je l'ai fait glisser sur la table vers mon père. Voici les conditions pour que Nexus Chain accorde une période de transition de 6 mois à Vasseur Logistique. Juste assez pour que vous ne fassiez pas faillite, mais pas assez pour vous sauver à long terme si vous ne changez pas. Mon père a pris le stylo, sa main tremblante. Quelles sont les conditions ? Lis. Il a lu à voix haute, sa voix se brisant sur chaque mot. Condition 1, Baudouin Vasseur doit publier une lettre d'excuse publique dans le Figaro Économie, reconnaissant le rôle crucial de Cyrielle Vasseur et de Nexus Chain dans le succès de son entreprise, et rétractant ses propos tenus lors de la soirée du 15 octobre. Il a grimacé. C'était une humiliation publique. L'exacte réplique de ce qu'il m'avait fait subir. Condition 2, Enguerrand Vasseur doit démissionner immédiatement de son poste de PDG et de tout rôle opérationnel. Il sera remplacé par un administrateur provisoire nommé par Nexus Chain. Quoi ? A hurlé Enguerrand. Jamais. C'est ma boîte. Ce n'est plus ta boîte, ai-je répondu calmement. C'est une coquille vide qui ne tient debout que grâce à moi.
Tu signes ou je coupe le serveur dans 10 minutes. Enguerrand a regardé son beau-père, cherchant du soutien. Mais mon père, brisé par les révélations de Vianney et acculé par la réalité économique, a baissé les yeux. Tu dois démissionner, Enguerrand. On n'a pas le choix. Condition 3, remboursement intégral de l'héritage maternel détourné, avec intérêt composé sur 14 ans, versé à une association caritative de mon choix. Et restitution immédiate de tous les bijoux de ma mère qui sont en possession d'Armelle. Armelle a instinctivement porté la main à son cou. Elle portait un pendentif qui avait appartenu à ma mère. Je le savais. Enlève-le, ai-je dit. Maintenant. Elle l'a détaché, les doigts tremblants, et l'a posé sur la table. Et enfin, ai-je conclu. Une fois la transition de 6 mois terminée, je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Vous ne m'appelez pas à Noël. Vous ne m'appelez pas pour mon anniversaire. Je suis morte pour cette famille, comme je l'ai dit à la fête. Mon père a levé les yeux vers moi. Il y avait des larmes dedans. De vraies larmes de regret? Peut-être. Ou juste des larmes de défaite. Cyrielle. Je suis ton père. Tu étais mon père quand j'avais 8 ans. L'homme qui est devant moi est juste un partenaire commercial malhonnête. Signe. Il a signé. Enguerrand a signé sa démission en jetant le stylo par terre de rage. J'ai récupéré le dossier. J'ai pris le pendentif de ma mère. La réunion est terminée. Vous pouvez disposer. Monique vous raccompagnera à la sortie. Ils se sont levés. Lents. Courbés. Ils sont sortis de mon bureau, de ma tour, de ma vie. Je ne les ai pas regardés partir. Je regardais la vue sur les Alpes. Le ciel était dégagé. 6 mois ont passé depuis cette réunion. Vasseur Logistique existe encore, mais ce n'est plus que l'ombre de ce que c'était. Avec Enguerrand dehors et un administrateur compétent aux commandes, l'hémorragie a été stoppée, mais l'entreprise a dû réduire sa taille de moitié. Ils ont vendu les camions, vendu l'entrepôt principal. C'est devenu une PME modeste. Mon père a pris sa retraite pour de bon. Il vit reclus dans sa maison de Saint-Nom-la-Bretèche. Les rumeurs disent qu'Armelle et lui font chambre à part. Sans l'argent pour financer ses caprices et ses dettes de jeu, leur amour s'est effrité. Enguerrand? Il a essayé de lancer une autre entreprise. Elle a failli en 3 mois. Il travaille maintenant comme commercial pour une marque de voitures de luxe. L'ironie, c'est qu'il a essayé de me vendre une voiture l'autre jour, sans savoir que c'était moi au téléphone. J'ai raccroché en riant. Quant à moi, Nexus Chain continue de grandir. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que je suis libre. L'autre jour, j'ai dîné avec oncle Vianney. Il m'a raconté des histoires sur ma mère que je ne connaissais pas. Elle était drôle, elle était rebelle. Elle aurait été fière de moi. Je n'ai pas pardonné à mon père. Je ne pense pas que je le ferai un jour. Certains actes sont irréparables. Mais j'ai arrêté de le haïr. La haine, c'est encore un lien. Et je ne veux plus aucun lien. Je regarde mon pendentif, celui que j'ai récupéré du cou d'Armelle. Il est froid contre ma peau, mais il me réchauffe le cœur. C'est le symbole de ma victoire. Non pas une victoire d'argent, mais une victoire d'identité. Ils m'ont traité de rien. Je suis devenu tout. Je suis assise ici, dans mon bureau, à vous raconter cette histoire, et je réalise quelque chose d'essentiel. On nous apprend, dès l'enfance, que la famille est sacrée. Que le sang est plus important que tout. Qu'il faut pardonner, supporter, se taire pour préserver l'unité du clan. C'est un mensonge dangereux. Parfois, la famille est la première source de toxicité. Parfois, les gens qui sont censés vous donner des ailes sont ceux qui vous les coupent. Mon père pensait que ma valeur dépendait de son approbation. Il pensait qu'en me retirant son soutien financier, je m'effondrerais. Il ne savait pas que la vraie valeur ne se trouve pas dans un compte en banque ou un titre de poste. Elle se trouve dans la capacité à se relever quand on est à terre. J'ai construit mon empire sur les briques qu'ils m'ont jetées au visage. Si vous êtes dans une situation similaire, si vous êtes le mouton noir, le boulet, le déçu de la famille, écoutez-moi bien. Ne les laissez pas définir qui vous êtes. Utilisez leurs doutes comme carburant. Travaillez dans l'ombre.
Apprenez. Grandissez. Et un jour, quand vous serez prêt, sortez de l'ombre. Pas pour leur demander de vous aimer, mais pour leur montrer qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur vous. La meilleure vengeance n'est pas la destruction de l'autre. C'est votre propre succès, insolent, éclatant, et totalement indépendant. Mon père a perdu sa fille, son entreprise et sa dignité. Moi, j'ai gagné ma vie. Merci de m'avoir écouté. C'était l'histoire de ma libération. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, faites un geste. Cliquez sur le bouton j'aime. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et surtout, abonnez-vous. Parce que la semaine prochaine, je vous raconterai comment Armelle a essayé de revenir vers moi en rampant quand elle a découvert que mon père l'avait retiré de son testament. Oh oui, le drama n'est jamais vraiment fini avec ces gens-là. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, vous valez bien plus que ce qu'ils disent. À bientôt.